Il y a eu des développements récents ici. Dans la nuit, l'Ukraine a frappé 20 navires supplémentaires. C'est une nouvelle campagne. 20 navires russes appartenant à ce qu'on appelle la flotte fantôme dans la mer Noire. La plupart de ces navires étaient civils. D'après les informations disponibles, les forces ukrainiennes utilisant des systèmes sans pilote ont touché 20 navires de la soi-disant flotte fantôme russe, près de la péninsule de Crimée occupée, dans la nuit du 14 au 15 juillet. Sur ces 20 navires, 17 étaient des pétroliers, 2 des méthaniers et 1 était un remorqueur. Hier, la Russie a commencé, un peu tardivement, à réagir dans cette guerre, elle aussi dans la mer Noire et dans la mer d'Azov, en frappant un pétrolier civil ukrainien. Alors maintenant, certains se demandent, est-ce que c'est le nouveau théâtre des opérations? Est-ce qu'on va revenir à une guerre plus navale? Et surtout, quel impact tout cela va-t-il avoir sur le conflit? Il y a plusieurs points. D'abord, personne ne devrait se bercer d'illusions en pensant que ce genre de frappe va sauver l'Ukraine de la défaite ou que ça va changer le cours de la guerre. Tout ça, c'est absurde. Malheureusement, l'Ukraine est condamnée à la destruction. Ensuite, les Ukrainiens ont profité de cibles en mer qui étaient relativement peu défendues dans la marine russe. Ça rejoint certaines discussions qu'on a eues récemment quand on parlait avec Joe Kent. Les Russes ont énormément appris. Leurs forces terrestres se sont adaptées de façon remarquable. Si on regarde ce qui se passe le long de la ligne de front, là où les combats sont les plus intenses, on voit clairement que les troupes russes ont appris à faire face à ces systèmes sans pilote. Et au lieu de foncer pour exécuter ces encerclements, ce qu'ils appellent des batailles en chaudron, en 2 ou 3 jours, ça leur prend 10 jours, parfois 2 semaines, parce qu'ils veulent éviter des pertes inutiles. Et ils savent que les forces qu'ils affrontent n'ont aucune chance. Donc c'est très délibéré, très méthodique, et ça fonctionne. Au final, ils détruisent de plus en plus sur le terrain. Ce qu'ils n'ont pas fait, en revanche, c'est regarder la réalité en mer Noire. Quand on va dans ces ports de Crimée, ou n'importe où, le long de la côte russe de la mer Noire, il est très difficile de protéger ces navires qui restent à l'ancre. Et à mesure qu'ils se rapprochent de l'Ukraine, qu'ils avancent vers les zones d'où ces armes sont tirées, il devient de plus en plus difficile de les protéger. Ils vont devoir ajuster certaines choses là-bas. À mon avis, il va y avoir des têtes qui vont tomber dans les forces navales russes. Si je devais faire une prédiction, je dirais que c'est une certitude absolue, parce que ce genre de situation ne devrait tout simplement pas se produire. Mais au bout du compte, il faut comprendre qu'un jour, tout ça va se terminer. Et ça se terminera avec la Russie qui contrôlera Odessa. Ça se terminera avec la Russie qui contrôlera Kharkiv. Et ça se terminera avec la Russie qui contrôlera ce qu'ils appellent la Nouvelle Russie. Les Russes, eux, ne sont pas intéressés par la possession de l'ouest de l'Ukraine. Ils veulent que ce soit neutre. Ils ne veulent pas que ce soit un nouveau point de rassemblement pour de futures opérations contre eux. Et c'est exactement ce qu'on en a fait. C'est pour ça qu'ils ne nous font plus confiance. C'est pour ça qu'ils ne vont plus vraiment nous parler sérieusement. En tout cas, cette administration n'a aucune chance d'y parvenir. Et je pense que les mondialistes occidentaux qui sont derrière tout ça sont tout simplement ignorés. S'ils continuent comme ça, oui, ils pourraient courir plusieurs risques. Mais pour l'instant, les Russes veulent en finir une bonne fois pour toutes avec cette affaire dans l'est de l'Ukraine. Et cela passera par la prise d'Odessa. Quand ils décideront de le faire, je ne peux pas le dire avec certitude, mais ça arrivera. Eh bien, quelqu'un qui veut empêcher que ça arrive, c'est Ursula von der Leyen, au sein de l'Union européenne. Elle-même s'est rendue à Kiev aujourd'hui
Elle a tenu une grande conférence de presse avec le président Zelensky à la suite de sa conversation avec le président Trump lors du sommet de l'OTAN il y a quelques jours. Et Zelensky était plutôt en verve. Voici ce qu'il a déclaré. L'Ukraine et l'Europe vont créer ensemble, pour la première fois, un bouclier antibalistique. C'est un projet historique, où l'Ukraine n'est pas simple observatrice, mais l'une des forces motrices, rassemblant des pays et les entreprises de défense les plus puissantes d'Europe. Le projet Freya a été lancé. Nous ferons tout pour construire un système antibalistique européen, en unissant toutes les capacités antibalistiques du continent, afin que le ciel de nos nations soit protégé. Eh bien, mon ami, quelle nouvelle! Maintenant, il va y avoir un rideau de fer, un bouclier aérien qui va tout arrêter, tout ce qui vient de Russie vers l'Europe de l'Ouest. Et tout ça va commencer là-bas en Ukraine. Qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, j'imagine mal des millions d'Européens faire la queue pour confier leur premier enfant à Zelensky, afin qu'il en vende les organes et accumule l'argent dont il aurait besoin pour construire cette idée absurde. Ça n'arrivera pas. Vous et moi, on le sait très bien, qu'on fasse revenir Ted Postol. Il y en a beaucoup d'autres comme lui, des physiciens, et ils vous diront tous que, tant qu'on n'aura pas réussi à briser les lois de la physique, à comprendre comment dépasser les lois des mathématiques fractales, et à développer le type d'énergie nécessaire pour faire fonctionner ces faisceaux de particules, eh bien, on n'y est pas. À moins d'inventer, vous savez, la téléportation façon Bill Shatner ou les boucliers qu'il active à chaque fois qu'il est sur l'Enterprise, on en est encore très loin. Et sans ça, quoi que vous installiez, ça ne marchera pas. On peut le submerger. Et ça, les Russes l'ont bien compris. En ce moment, ils défendent un front d'au moins 1000 milles, si on regarde bien. Ils ont été étonnamment efficaces pour arrêter la plupart des systèmes sans pilote, des missiles, des drones et tout le reste qu'on leur envoie. Mais ils ne les arrêtent jamais tous. Il y en a toujours un qui passe parce que la technologie qu'on a n'est tout simplement pas assez performante. Alors, est-ce que ça changera un jour? Je suis sûr que oui. Mais pour l'instant, tout ça, c'est du grand n'importe quoi. Les Européens ne vont pas contribuer autant qu'il le faudrait. C'est une nouvelle défense façon guerre des étoiles, un gouffre sans fond pour l'argent, en Europe, aux États-Unis et ailleurs. Et franchement, quiconque pousse pour ça est complètement à côté de la plaque. Ça ne marchera pas. Et vous savez, même s'ils veulent rêver à tout ce délire façon William Shatner, dans le meilleur des cas, on parle d'un horizon de 3 à 5 ans avant que ce projet puisse produire ces soi-disant formidables missiles intercepteurs. Mais où est la logique? Est-ce que ces gens pensent vraiment qu'ils peuvent continuer à se battre encore 3 à 5 ans en attendant que ce nouveau bouclier antimissile voie le jour? Eh bien, ce n'est pas une question de ce qu'ils pensent, mais de ce qu'ils croient. Toi et moi, on le sait, on en a déjà parlé. Il faut à peu près 10 ans, du début à la fin, pour construire une nouvelle armée. C'est le temps qu'il nous a fallu pour nous remettre de la guerre du Vietnam. La force que nous avions en 65 était complètement anéantie. Il a fallu tout recommencer. Ça voulait dire que tout devait changer, d'une manière ou d'une autre. C'était pas un résultat parfait, mais le résultat, c'est ce que tu as vu en 1990 et 91. Aujourd'hui, on est dans une situation assez similaire. Les gens ne comprennent pas ce qu'il faut pour atteindre le niveau de capacité militaire dont ils parlent. Tout le monde croit qu'il suffit d'aller au supermarché du coin, chez Aldi, chez Lidl, chez Giant. Tu vois, tu descends les rayons et tu peux acheter de la défense antimissile, des satellites ou des chars furtifs qui deviennent invisibles. Mais non, les gens ne savent pas. Ils n'ont aucune idée de ce que ça demande vraiment.
Et ça, c'est la faute de notre système éducatif. Mais les politiciens, eux, n'ont aucun intérêt dans la vérité. Ils investissent en permanence dans la fiction. Vous avez sans doute vu ce film magnifique, Waterworld. Vous savez, il y a Dennis Hopper, qui est aujourd'hui décédé, qui soulève une petite fille avec une carte dessinée dans le dos et qui dit « Voilà la carte vers la terre ferme ». Et tout le monde applaudit. Puis il ajoute « Alors, la terre ferme est à portée de main. Maintenant, ramez ». Et tout le monde se met à ramer, encore et encore. Et puis quelqu'un finit par dire « Mais, tu es sûr de ça ?» et lui répond « Qu'est-ce que ça peut faire ? Ils rameront bien 2 semaines avant de se rendre compte que je raconte n'importe quoi. » Malheureusement, je crois que c'est exactement cette mentalité qui fonctionne si bien en politique, en Occident. Il suffit de leur dire ce qu'ils veulent entendre. Et il faudra des semaines avant qu'ils réalisent que tout ça, c'est du grand n'importe quoi. Et d'ici là, il y aura sûrement une nouvelle absurdité. L'autre chose qui se passe en ce moment, et pas seulement en mer d'Azov, avec ses frappes contre les navires, c'est qu'il y a aussi des mouvements dans les pays baltes. Là-bas, on entend de plus en plus de voix accuser la Russie, en disant qu'elle va nous envahir, qu'elle va envahir l'Europe de l'Ouest. Cette question a été posée à Dmitri Peskov ce matin, et voici ce qu'il a répondu. Les services de renseignement lituaniens ont indiqué que la Russie envisagerait d'attaquer les infrastructures des pays baltes et de l'Europe. Dans ce contexte, le président lituanien Gitanas Nausėda a appelé à renforcer la sécurité des infrastructures essentielles. Comment réagiriez-vous à cette nouvelle série d'accusations et de soupçons émanant de l'État balte? Vous savez, c'est une nouvelle dose de ces terreurs. Des terreurs destinées à poursuivre le lavage de cerveau et à préparer la population à une militarisation encore plus poussée. Pour faire ça, il faut créer l'image d'un ennemi dans un autre pays, en l'occurrence dans le nôtre, et sous ce prétexte, comme on dit, continuer à déployer des infrastructures militaires dans les pays baltes. Je ne sais pas si tu pouvais lire tout ce qu'il y avait en bas. Mais, en résumé, on lui a demandé ce qu'il pensait de l'affirmation selon laquelle la Russie s'apprêterait à attaquer l'Europe de l'Ouest, voire même les pays baltes. Et, de façon assez ironique, il a presque répondu une version de ce que tu viens de dire. En gros, c'est faux. Ils disent ça juste pour se renforcer. Ils ont besoin d'un ennemi et ils sont en train de faire de nous cet ennemi. Mais, selon lui, ce n'est pas dans leur intérêt. Mais tu vois, Doug, je me pose quand même la question. Si, à force de répéter ça, les pays occidentaux commencent à envoyer davantage de troupes allemandes dans les pays baltes, à renforcer la défense antimissile, à déployer plus de capacités de l'OTAN, est-ce qu'on ne risque pas de créer une prophétie autoréalisatrice? Est-ce que la Russie ne finirait pas à un moment par se sentir obligée d'agir dans les pays baltes? Eh bien, je pense que dans une large mesure, oui. La direction de l'OTAN essaye depuis 2 ou 3 ans au moins de provoquer le président Poutine. Et par là, je veux dire, le pousser à réagir de façon imprudente face à ce genre d'absurdité. Pourquoi ferait-il ça? Pourquoi dire de telles choses? À mon avis, l'une des grandes raisons, c'est qu'ils essayent désespérément de nous entraîner dedans. Voilà, c'est le programme stratégique israélien. Comment faire pour entraîner les États-Unis? Qu'a répété Netanyahou à plusieurs reprises? Nous avons les mêmes ennemis, nos intérêts sont les mêmes. Nous sommes le même peuple. Non, nous ne sommes pas Israéliens. Nous ne partageons pas leurs valeurs, nous ne partageons pas leur culture. Ils sont très différents de nous. Il n'y a rien de mal à ça, mais ce n'est pas la même chose.
Nous ne partageons pas les mêmes ennemis. En fait, nous n'avons pas besoin d'en avoir beaucoup, voire pas du tout. C'est ça le grand génie de la République américaine et des fondateurs qui l'ont comprise il y a 250 ans. Il n'y a aucune raison pour que nous ayons ces ennemis. Donc la plus grosse erreur que selon moi Poutine pourrait commettre, ce serait de se laisser entraîner dans quelque chose. Et en ce moment, c'est bien ça le danger. Pas tellement que quelqu'un dans les États baltes soit assez stupide pour tirer des missiles sur la Russie. Non, leur erreur, c'est plutôt d'avoir permis aux Ukrainiens d'utiliser leur territoire et leur espace aérien de temps en temps pour frapper des cibles en Russie. Grosse erreur. Il faut que ça s'arrête au plus vite. Et je rends hommage aux Russes pour leur retenue, pour ne pas avoir surréagi à ce genre de stupidité. Je pense que les Polonais commencent à se réveiller. Ils ont enfin compris que cet État ukrainien est une organisation criminelle. Ce n'est pas seulement un gouffre à argent qu'on ne remplira jamais. C'est bien pire que ça. Donc, je ne vois aucun signe que les Polonais aient encore envie de participer à ce genre de bêtises. Il leur faudra du temps pour en sortir. Parce qu'être anti-russe, c'est presque indissociable du nationalisme polonais. Vous savez, c'est un peu comme les nationalistes irlandais, qui devaient être anti-anglais pour être vraiment nationalistes irlandais. Eh bien, les Polonais ont un problème similaire, mais je pense qu'ils peuvent le surmonter. Le vrai problème, c'est avec ces mondialistes, plus à l'ouest, et leur agenda, c'est notre destruction. Ils se préoccupent bien plus de faire en sorte que l'Europe soit submergée par des millions de non-européens et finalement détruite de l'intérieur que de tout ce qui peut se passer en Russie. Mais ça veut dire aussi qu'ils veulent désigner un ennemi extérieur. Le problème, c'est que cet ennemi extérieur n'en est pas un. Le véritable ennemi, c'est leur propre gouvernement. Et je pense que de plus en plus d'Européens commencent à le comprendre. À terme, ça mènera à un bouleversement majeur, du niveau des révolutions de 1848. Je pense que ça arrive. Eh bien, ça, c'est sûr que ça ne va être bon pour personne. Vous savez, c'est intéressant. Le président Poutine, vous parlez de savoir s'il va nous sauver ou pas. Il a fait un discours devant un public, je crois que c'était hier, où il semble en fait appuyer ce que vous disiez, qu'il allait se montrer un peu plus patient. Mais il a aussi expliqué, en parlant de tableau de score, en gros, voilà ce que l'Occident a essayé de faire contre nous jusqu'à présent, et voilà, rematch des résultats. On se demande pourquoi cette partie russophobe de l'Occident collectif nous combat. Et nous, en réponse, nous développons notre économie, nous renforçons notre système financier, nous améliorons notre armée, nous obtenons de nouveaux résultats dans notre complexe industriel. Nous avançons, nous progressons, nos gars, nos troupes avancent. Comment ça se fait-il? Eh bien, c'est grâce à vous, grâce à vos efforts. Il a dit, vous savez, on a essayé de les détruire avec des sanctions. On a essayé de ruiner leur économie. On a essayé de les affaiblir militairement en aidant l'Ukraine, et ainsi de suite. Et il a ajouté qu'au contraire, ils sont plus forts, qu'ils ont tenu le coup financièrement et économiquement. Et il semble dire qu'ils sont sur la bonne voie. Alors, est-ce que ça veut dire que la Russie ne réagira peut-être pas sur ces points-là, même si les missiles à longue portée continuent d'arriver, et qu'elle va simplement suivre une approche lente et méthodique? Je pense qu'il va continuer sur cette voie lente et méthodique, parce que c'est sa manière de faire, tout simplement. En revanche, je crois qu'il comprend bien la colère et la frustration qui montent au sein de la population russe. Franchement, comment ne pas être en colère quand des citoyens russes, à Saint-Pétersbourg, à Moscou ou à Rostov, se font tuer sans raison dans la rue à cause d'une attaque de drone isolée qui n'a aucune utilité militaire réelle. Donc, pour moi, c'est assez clair.
Mais il y a quelque chose d'encore plus important qu'il faut garder à l'esprit. Si vous parlez avec des Russes, et si vous prenez la peine de lire ce qu'ils publient, vous verrez qu'ils disent très ouvertement « Notre société n'est pas parfaite, mais on y travaille ». Notre économie n'est pas aussi solide qu'elle devrait l'être, mais on y travaille. Et notre armée était trop faible. On a changé ça et on continue à y travailler. En d'autres termes, il y a une prise de conscience de nos imperfections. On sait que les choses doivent s'améliorer et on est prêt à le faire, à le soutenir, à le rendre possible. C'est pour ça que la Russie ne sera pas vaincue. Et c'est pour ça que nous, on a un problème. Parce que si vous demandez aux Américains, ils vous diront « ce gouvernement, ce gouvernement, ce gouvernement », et je suis d'accord avec eux. Je pense que le gouvernement nous a laissé tomber. Je pense que le contrat social est mort. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de gouvernement. Au contraire, ça veut dire qu'on en a vraiment besoin. Simplement, pas de celui qu'on a aujourd'hui. Et ce n'est pas seulement une question de Donald Trump. C'est tout le système qu'on subit depuis plus de 30 ans. On peut faire face à ça. Et les Américains doivent comprendre que ça doit changer et qu'on en est capable. On peut vraiment faire la différence. On n'y est pas encore, parce qu'on manque d'organisation et de leadership. J'espère que ça viendra. J'y travaille comme vous, et je pense que beaucoup d'autres aussi. Mais je crois qu'il est très important de comprendre la mentalité russe. Et je pense que Poutine bénéficie du soutien qu'il a, autour de 82-83% d'opinions favorables, parce qu'il parle dans ces termes-là, et que ça résonne très fortement chez le peuple russe. Franchement, c'est incroyable. On n'aurait pas pu mieux illustrer la situation, mais dans le mauvais sens du terme. Vous parlez du fait que les Russes sont conscients de leurs imperfections, qu'ils essayent d'y remédier dans plein de domaines différents. Et ensuite, vous comparez ça avec les États-Unis. Eh bien justement, j'ai quelques exemples tout récents à ce sujet, dans les dernières minutes qu'il nous reste. Regardons un peu ce qui se passe chez nous. En ce moment, on essaye d'obtenir, premièrement, pour la loi de financement de la défense, le NDAA, un budget militaire d'1,5 billion de dollars. Une hausse énorme en une seule année, alors qu'on part déjà d'1 billion, ce qui est déjà bien plus que n'importe quel autre pays. Mais apparemment, même ça, ce n'est pas suffisant. Maintenant, on essaie d'ajouter discrètement un supplément de 350 milliards par-dessus. Et écoutez bien l'explication donnée par le président de la Chambre, Mike Johnson. La question c'était, pouvez-vous préciser ce que demande exactement le Pentagone? On a vu que la requête dépasse les 350 milliards de dollars et une partie de ces fonds est destinée à des transformations profondes pour nous aider à changer la dynamique du département de la Défense et le rendre plus efficace, plus performant. C'est déjà la plus grande force militaire au monde, de très loin. Mais il y a des idées, une vraie vision pour aller encore plus loin, pour la renforcer. Vous avez entendu le président dire qu'il voulait en pratique doubler le budget de la défense nationale. Écoutez, nous vivons une période dangereuse. Nous combattons le communisme chez nous et nous luttons aussi contre des terroristes et des tyrans à travers le monde. Nous devons être capables de protéger notre sécurité nationale. Donc, ce n'est pas ici que je vais entrer dans les détails de tout cela. Nous sommes la plus grande force de combat de toute l'histoire. Personne n'en est même proche. Et il répète ce que dit le président Trump. Eh bien, si ce n'était pas le cas, pourquoi est-ce que je dépenserais encore un demi-billier, plus 350 milliards par-dessus? Et tu vois, Doug, j'aimerais avoir ton avis là-dessus. J'ai l'impression qu'on cherche des monstres à abattre juste pour pouvoir justifier ces dépenses. Oui, ça va de soi, mais il y a aussi énormément de corruption là-dedans.
Regardons le premier commentaire qu'il a fait. Il commence à parler de tous ces soi-disant ennemis. Mais toi et moi, on sait bien que tout ça, ce sont des mensonges. Il a quand même mentionné un ennemi. Il l'a appelé le communisme. J'imagine qu'il fait référence au nouveau maire de New York, qui de toute évidence s'identifie fortement aux principes de Karl Marx sur bien des points. Et il présente ça comme un ennemi. Très bien, je veux bien le suivre là-dessus, au moins dans la mesure où il a pointé un vrai problème ici, aux États-Unis. Moi aussi, je peux en trouver beaucoup, des problèmes ici dans le pays. Je peux en trouver plein des menaces. Par exemple, que fait-on de la majorité des jeunes hommes et femmes entre 20 et 40 ans aux États-Unis qui n'arrivent pas à trouver du travail? Et ceux qui gagnent un peu d'argent ne dépassent pas 60, 70, peut-être 80 000 dollars par an. Et une fois que vous avez payé le loyer, les courses, l'essence, et que vous faites face à l'inflation, il ne vous reste plus rien. Autrement dit, vous n'avez pratiquement pas d'économie. Pour moi, c'est une menace existentielle pour la République. Je pense qu'il y a plus de 50 millions de personnes qui vivent aujourd'hui aux États-Unis et qui ne sont pas nées dans ce pays. C'est un vrai problème. C'est une part de la population plus importante que jamais dans notre histoire. Et ce n'est pas anodin. Beaucoup de ces gens sont venus ici avec la volonté de nous transformer en ce qu'ils pensent que nous devrions être. La dernière fois que j'ai regardé, tout le monde voulait venir ici parce qu'ils aimaient le pays tel qu'il est. Et maintenant, tout à coup, toutes les personnes qui ont construit cette société, ce pays, les industries, la science, la technologie, ne sont plus appréciées simplement parce qu'elles sont blanches. Ce genre de bêtises doit s'arrêter. Mais personne n'en parle, et Mike Johnson ne va pas s'en approcher, même avec une perche de 3 mètres. Lui et ses adversaires de gauche sont dans le même bateau sur ces sujets. Ils ne veulent pas affronter ces questions difficiles. Quant à la situation à l'étranger, c'est du n'importe quoi. Il n'y a pas d'armée russe ou chinoise, ni de marine, ni quoi que ce soit d'autre en train de rassembler des forces pour nous envahir. Personne n'a envie de gaspiller de l'argent là-dedans. C'est pour ça que toutes ces affirmations en Europe sont du pur non-sens. Les Européens n'ont aucune envie de gaspiller de l'argent pour construire une espèce de grande armée destinée à envahir la Russie. Il n'y a aucune raison d'envahir la Russie, et la Russie n'a pas l'intention de les envahir non plus. Tout ça, c'est des bêtises. Et quelqu'un doit avoir le courage de le dire clairement. Mais vous êtes en train de vous gaver à la mangeoire. Cette mangeoire, à Washington, elle est immense. C'est une montagne de boue, et tous les cochons s'y sont précipités. Ils veulent continuer à se nourrir, et ils dépendent d'un gouvernement qui les entretient. Et soit dit en passant, ce gouvernement ne nous nourrit pas, nous. La population, à 90%, n'en tire aucun bénéfice, d'aucune manière. 10% de la population possède tout et dépense tout l'argent. Bon, pour bien clarifier les choses, plus tard dans la journée, le président Trump va participer à une réunion. Il va même faire quelques déclarations publiques, et cette année, il va s'adresser au rassemblement sur les technologies de défense, alors même que la guerre avec l'Iran a réduit nos stocks d'armes. Point important. La Maison-Blanche a déclaré que ce sommet réunit des dirigeants clés du secteur de la défense et certains des plus grands investisseurs mondiaux pour mettre en avant l'importance de la politique de sécurité nationale. Et voilà, encore une fois, on regarde vers ces dragons à l'étranger qu'il faudrait aller combattre. Mais ensuite, quand on voit la longue liste de gens qui se pressent autour de ce que tu viens de décrire comme une mangeoire, pour essayer d'obtenir une part des 350 milliards de dollars, puis des 1500 milliards prévus l'an prochain. Où tout ça s'arrête-t-il, Doug? Eh bien, quand on regarde la liste,
on sait tous qui est Jamie Dimon. Et pour être juste, il a récemment mis en garde contre le danger d'un effondrement financier total. Il a parlé du marché obligataire, il comprend la dévaluation de la monnaie. Je ne sais pas ce qu'il dirait en privé, mais on peut espérer que Dimon transmette ce message au président. Ce n'est vraiment pas le moment de dépenser davantage, quel que soit le domaine. Je ne sais pas si Blackstone ou les autres peuvent commenter. Je sais que cette Febe Novakovic a travaillé pour la CIA. Peut-être qu'elle y est encore, tout en dirigeant aujourd'hui General Dynamics. Je n'en sais rien. Ces gens-là sont les ennemis de tous ceux qui veulent réduire les dépenses. Ce sont les ennemis de tous ceux qui refusent d'en rajouter sur leurs projets favoris, leurs marottes, et ils se sentent dans leur bon droit. Et ils font partie de cette élite qui vaut des millions, voire des milliards de dollars, ce qu'on appelle la classe Epstein. Ce sont eux qui dirigent, et c'est ce qu'ils veulent. Nous, on ne dirige rien. On n'a aucune influence. Vous savez, c'est là qu'on se rend compte que même si je n'aurais pas voté pour Mamdani à New York, et que je n'aime pas beaucoup de choses qu'il dit, au fond, il dit la vérité sur la classe Epstein. Et il n'est pas le seul. Il faut qu'il y ait un terrain d'entente entre les deux camps, parce qu'il faut qu'on mette un terme à tout ça. On ne va pas s'en sortir si on continue comme ça. Vous et moi, et beaucoup d'autres, on parle de ces problèmes depuis des années. On approche du point de non-retour. Et c'est justement pour ça que je soutiens ce dont vous parliez. Le système doit changer, dans ce qu'on appelle un système à deux partis. Enfin, c'est plutôt un parti unique, comme vous l'avez dit plusieurs fois. Sur ce genre de sujet, ils excluent tout le monde, et ils mentent en disant exactement ce que les gens veulent entendre. Et les médias traditionnels relaient tout ça sans se poser de questions. À part des émissions comme celle-ci, ou ce que vous faites ailleurs, il va falloir voir si on peut créer un vrai mouvement qui parte de la base. Sinon, vous avez peut-être raison. On pourrait bien se retrouver impuissant plus tard. Et tout ça pourrait nous retomber dessus, parce que ce système-là ne peut pas durer, quoi qu'il veuille faire. Je pense que c'est important de le rappeler. Eh bien, c'est pour ça que je dis qu'on a atteint un point de non-retour, un pas de plus, et on tombe dans l'abîme, là où on n'a plus aucun contrôle. Et ce serait une erreur. Et ça, c'est très important aussi. Les gens dont je parle, ceux qui figurent sur cette liste, pensent qu'il ne peut rien leur arriver de grave. Ils se trompent. Et la leçon de l'histoire est très claire. Si on regarde les grands événements révolutionnaires, la Révolution française, les révolutions de 1848, la Commune de Paris en 1871, on voit trois choses qui mènent à ces affrontements sanglants entre la population, le gouvernement et les élites au pouvoir. La première, c'est la dette. La dette est toujours l'ennemi, elle détruit. La deuxième, c'est la tromperie, le fait de ne pas dire la vérité, la dette et la tromperie. Ces deux choses sont absolument essentielles. Et enfin, la dernière, c'est l'effondrement total de la confiance, de la foi dans les institutions, dans les organes de gouvernement et dans les élites qui les dirigent. Ces choses-là mènent inévitablement à des conditions révolutionnaires. Et ces gens devraient y réfléchir. Ce n'est vraiment pas le moment d'alourdir encore la dette. Ce n'est pas le moment non plus de dépenser davantage pour ces catastrophes à l'étranger. Ce n'est pas le moment d'étendre cette soi-disant puissance hégémonique dont on pense encore jouir dans le monde. Et bien sûr, il y a aussi le risque de perte à l'étranger. D'ailleurs, ce sont justement ces pertes, combinées à la dette, aux mensonges, à la corruption et à la décadence des élites, qui ont conduit à la Révolution française. Il faut qu'on comprenne tout ça. Nous ne sommes pas à l'abri. Nous ne sommes pas une exception. Nous sommes humains. Et toutes les sociétés humaines souffrent des mêmes maux. La différence entre nous et les autres, c'est que nous avons beaucoup de gens qui savent ce qui se passe, beaucoup de gens qui comprennent, mais qui n'ont pas agi pour y mettre fin.
and they haven't acted to stop it. On verra bien comment ça évolue et on peut bien sûr espérer que ça arrive, tout en faisant tout ce qu'on peut pour accélérer ce changement avant qu'il ne soit trop tard, si ce n'est pas déjà le cas. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu aujourd'hui, Doug, et d'avoir mis tout ça en lumière. Je rappelle à tout le monde que Doug a maintenant sa chaîne Warrior Diplomacy sur YouTube. Vous pouvez y voir la première vidéo. J'ai eu le privilège d'y participer avec Joe Kent, mais il y a aussi d'autres contenus intéressants. Alors, continuez à suivre cette chaîne. Et je pense que les gens vont apprécier, je ne sais pas si vous m'entendez encore, mais je pense que les gens vont aimer ce qui sort vendredi sur Substack, qui s'appelle aussi Warrior Diplomacy. Et la raison, c'est que le texte s'intitule « La guerre de Trump jusqu'au dernier missile ». Un ami commun nous a écrit un excellent article publié dans 1945. C'était Harry Kazianis. Il a examiné de près la marine, parce que la marine, en tant qu'institution, a reconnu qu'elle dispose aujourd'hui de plus de lanceurs, de tubes, de missiles et de systèmes de lancement qu'elle n'a de missiles à tirer. Donc on ne parle pas seulement de problèmes financiers. Vous savez, nous n'avons jamais mobilisé la base scientifique et industrielle. Nous ne pouvons pas augmenter la production au niveau où nous devrions pouvoir le faire. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en réalité, nous n'avons pas besoin de le faire. Parce qu'on peut mettre fin à cette absurdité dans le Golfe dès demain. Eh bien, j'espère que oui. J'aimerais vraiment que ça arrive. On va devoir attendre et voir comment ça se passe. Et j'ai hâte de lire ton Substack demain. Merci d'avoir mis ça en avant. On a hâte de le découvrir. Et on vous apprécie aussi, vous tous. On sera de retour ici dans environ 1 heure, un peu moins, avec l'ancien Commodore Steve Jeremy. Il va parler du fait que les États-Unis bombardent l'Iran tous les jours. Où est-ce que ça mène? Est-ce que ça peut vraiment servir à quelque chose? On verra ça ensemble. Il a aussi publié de nouveaux articles avec des infos qu'on n'a vues nulle part ailleurs. On a hâte d'en parler à 2h30 dans le Daniel Davis Deep Dive. Vous savez, on n'a pas de sponsor parce qu'on déteste vous assommer avec des pubs. Moi, je n'aime pas ça. Alors, montrez-nous un peu de soutien. Abonnez-vous, mettez un like et partagez ça avec quelqu'un à qui ça pourrait plaire. And send this to somebody you care about.